dit justement, c'est inédit. C'est inédit. C'est la première fois que nous vivons ce genre de situation où quelqu'un vient s'imposer pour se dire le président. Mais un président, il faut que tu sois porté par la base, n'est-ce pas? Si tu n'es pas porté par la base, tu vas être président de quoi? Tu vas être président de quoi? Demandez à M. Badiabé de faire les descentes au niveau de la base, vous allez voir s'il en sera capable. Par contre, nous pouvons descendre. Moi qui vous parle, on peut descendre au niveau de la base, on n'a pas de problème parce que nous sommes en phase avec la base. Voilà pourquoi je me demande, bon, il est président de quoi? Il est président certainement de quelque chose. M. Ngouanou doit le savoir également, mais en tout cas, il n'est pas président de l'UDHUKI. Le président de l'UDHUKI sera régulièrement élu de manière consensuelle par les militants de l'UDHUKI. Voilà ce qu'il faut retenir. Mais est-ce qu'on peut s'attendre que vous vous retrouviez finalement sur la même table un jour avec les autres? Mais nous sommes en politique. S'ils comprennent qu'ils ont commis une erreur, il n'y a pas de problème. Ils reviendront et puis on va reprendre les choses normalement, tel que ça doit se faire. On reprendrait les choses telles que ça doit se faire, mais c'est à eux de comprendre qu'ils ont été dans l'erreur. Ça ne se passe pas comme ça. On ne s'autoproclame pas président quand même. On ne s'autoproclame pas président. 4 candidats, vous voyez un peu l'image, je ne sais pas si vous voyez l'image. 4 candidats à la présidence de partis ont été brutalement éconduits du palais des congrès. Alors ce président-là, c'est un président celui-là? Est-ce que vous pensez que vraiment il a la légitimité, il a la légalité? Attendez, il n'y a que lui vraiment pour ne pas reculer, hein, sinon moi je serais lui, honnêtement j'aurais honte. J'aurais honte, honnêtement, moi je suis un gentleman, je peux pas, si on m'accepte c'est bien, on m'accepte, mais attendez, je ne vais pas m'imposer comme ça. Je ne vais pas m'imposer. Moi je serai partisan d'une compétition loyalement organisée. Celui qui gagne, il gagne. Si les militants ne me font pas confiance, mais en tout cas, je me rangerai derrière celui qui serait élu. Et je serais fier d'avoir un président qui a été porté par les militants. Mais pas un gangster, M. Perrin. Ça, c'est du gangstérisme, de la barbarie. Monsieur Fernand Gilles Bassindikila, à quand la reprise des travaux du Congrès suspendus en juillet dernier? La reprise des travaux du Congrès suspendu en juillet se fera si nous travaillons d'arrache-pied au cours du premier semestre 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre TLR TV R7. Avec moi sur ce plateau, Fernand Gilles Bassindikila, deuxième vice-président de l'UDHUKI, actuellement président par intérim du parti de feu Guy-Brice Parfait-Kolela, un parti qui traverse une zone de turbulence, dirais-je, si on était à bord d'un vol. De la convention nationale du parti au Congrès, en passant par la reprise des travaux du Congrès qui avait été suspendu en juillet dernier et de la tenue du meeting du 23 décembre 2023, Gilles Bassindikila va tenter de nous éclairer la lanterne. Bonjour Monsieur Bassindikila et meilleurs vœux pour 2024. Merci, à vous pareillement, mais les meilleurs. Merci Gilles Bassindikila. Alors, le parti est en train de traverser une zone, dirais-je, de turbulence si on était dans un vol. Et cela a commencé, si je me trompe, vous me le direz, depuis pratiquement la tenue de votre convention nationale, dont évidemment l'objectif était de reviser probablement les textes, pourquoi pas, et de mettre sur pied, s'il faut le dire, les nouvelles instances du parti. Après, vous êtes allé au Congrès. Le Congrès a connu un petit souci parce que finalement, les travaux ne sont pas allés jusqu'au bout. Le Congrès les travaux avaient été suspendus en juillet. Quelque temps après, quelques membres de votre parti, bien entendu, parmi lesquels on peut citer les noms parce que ce n'est pas un secret. Monsieur Pascal Ngouanou, qui est le premier vice-président du parti, à ses côtés, Joseph Badiabio, l'actuel
président, si je peux me le permettre, du parti. Alors, dites-nous, monsieur Gilles Bassindikila, que s'est-il concrètement passé? Commençons par le Congrès. Que s'est-il passé pour que le Congrès n'aille pas au bout? Merci, Monsieur Perrin, de me donner l'occasion, évidemment, de m'exprimer ici à l'endroit de tous nos militants et sympathisants qui ne savent pas réellement ce qui s'est passé. À notre congrès du 10 juillet, nous avions 2 points inscrits à l'ordre du jour. Le tout premier point, c'était le problème des textes qu'il fallait réviser. Et le second, c'était l'élection du président de notre parti, qui devait succéder à notre illustre président Guy Brice Parfait Kolela, disparu. Le premier point avait été traité, mais lorsqu'il était question de traiter le deuxième point, le Congrès a buté à la présentation des candidatures qui étaient retenues par le bureau politique. Ça a provoqué un lever de bouclier parce que beaucoup estimaient que les candidatures retenues n'étaient pas celles-là, que celles qui étaient recalées, il fallait les laisser partir. Donc, c'est dans cette confusion-là que le Congrès a connu et qui a fait que les travaux soient finalement interrompus. Mais en fait, il faut... Gilles Bassindikila, pardon, un instant, on va s'arrêter un instant à ce niveau-là. Vous dites des candidatures qui avaient été retenues. Par qui, comment? Est-ce que les candidats qui avaient été déclassés parce qu'ils n'avaient pas respecté ou n'avaient pas rempli les critères, ou bien qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pourquoi d'autres avaient été recalés? Mais vous savez que nous avons des textes fondamentaux, notamment les statuts, qui consacraient un certain nombre de critères d'éligibilité des candidats à la présidence du parti. Alors, le bureau politique qui avait mis en place une commission d'organisation chargée, en fait, de régler ces questions-là, avait recalé 3 candidatures, estimant que celles-là ne remplissaient pas les critères. Et bon, vous savez, on avait un problème, c'est un sérieux problème de texte que nous avions en réalité, parce que ce que le bureau politique avait fait, c'était dans l'esprit, en fait, d'un consensus qui s'était dégagé entre les différentes parties lorsque nous avons mis en place la commission d'organisation du Congrès avec l'assistance de la facilitation. Nous avons estimé, dans le cadre de cette commission, que les dispositions statutaires posait un certain nombre de problèmes. Ça posait un certain nombre de problèmes. Il y avait un article, je crois que c'est l'article 23, qui disposait que, entre autres, pour être candidat à la présidence du parti, il fallait avoir 7 ans d'ancienneté dans le parti. Et, entre autres, hein, c'est cela. Bon, il y avait des critères liés à l'éthique, naturellement. Le candidat, il fallait qu'il soit d'une bonne éthique, conforme aux valeurs de l'IDH et ainsi de suite. Mais déjà, lorsque l'on prenait ce premier critère-là, 7 ans d'ancienneté, ça posait problème parce que le parti n'avait qu'une reconnaissance jusque-là depuis 2018, donc ça faisait à peu près 5 ans, comme ça. Donc, personne, finalement, ne devait remplir ce critère-là. Donc, dans la mise en place de la commission d'organisation, on a en fait confié à la commission d'organisation, notamment dans sa sous-commission administrative, la mission de recevoir les candidatures, de les valider, entre autres. Ce que la sous-commission administrative n'avait pas fait.
Et si la sous-commission administrative n'avait pas fait cela, la charge revenait en fait à la coordination de cette commission-là. La coordination, malheureusement, n'a pas non plus fait ce travail-là. Et finalement, en dernière instance, c'est le bureau politique qui l'avait fait. Monsieur Bassidikila, s'il vous plaît. Du moment où déjà un article posait problème, vous avez dit tout à l'heure, l'ancienneté de 7 ans, le parti n'a pas encore 7 ans, vous avez dit 5 ans. Est-ce qu'on peut penser qu'à ce moment-là, on tombait dans l'arbitraire et qui a dû causer tous ces problèmes? Bon, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, hein, mais vous savez que nous sommes en politique. En politique, la politique, c'est l'art de trouver les Les solutions. compromis. Là où tout le monde pense que ça va être impossible, c'est le rôle justement de la politique. Voilà pourquoi, à un moment donné, euh, les gens, on arrive à un certain consensus. Ce qui compte, en fait, c'est le consensus. Lorsque tout le monde est d'accord pour mettre entre parenthèses, par exemple, une disposition, mais qui permette au parti, à l'institution d'avancer, eh bien, les gens le font. Déjà, je vous fais remarquer que euh, nous étions déjà dans le consensus avec la mise en place du code de bonne conduite. Le code de bonne conduite, c'est un texte qui n'a jamais existé dans notre parti. Lorsque nous avons connu des problèmes suite au décès de notre président, il y avait des articles qui posaient problème parce que dans nos statuts fondamentaux, on ne prévoyait même pas en fait la présidence par intérim. Un président par intérim, parce que l'intérim devait faire l'objet d'un acte du président. C'est ce qui était dit dans les statuts. Ça veut dire que le président ne pouvait pas mourir pour faire un acte, pour prendre un acte. Donc, la mort du président n'était pas prévue dans les statuts. Alors, quand c'est fait comme ça, il faut rattraper les choses, c'est ça. On avait des problèmes, beaucoup d'autres problèmes. C'est ce qui a fait que, au niveau, pour essayer d'harmoniser le management du parti au plus haut sommet, notamment avec le bureau politique, nous avons mis en place de manière consensuelle un code de bonne conduite avec l'assistance de la facilitation pour régler ce qui devait l'être pour que nous puissions avancer. Et ce code de bonne conduite-là, finalement, ça s'imposait finalement à nous parce que tous les membres du bureau politique l'avaient signé et c'est grâce à cela même que nous avions évité en fait l'éclatement du parti. Donc, ça devenait un texte en tout cas important pour nous. Et c'est dans ce code de bonne conduite-là, qui est déjà un arrangement, vous convenez avec moi, parce que ce n'était pas prévu dans le texte, le code de bonne conduite a déjà été un arrangement, mais qui a permis quand même de sauver le parti. Donc, on était obligé de continuer comme ça avec le consensus. Et c'est ce qui a fait que nous ayons mis en place disons, une commission d'organisation consensuelle avec des missions précises que tout le monde avait acceptées. Hein, c'est cela. Et parmi ces missions-là, il y avait le fait que la sous-commission administrative, donc une sous-commission de cette commission-là, la grande commission d'organisation, devait s'occuper des problèmes de candidature. Voilà pourquoi d'aucuns se demandaient, mais comment dans les textes, il n'a jamais été dit que le bureau politique statue sur les candidatures. Oui, c'est vrai. Mais sauf que, pour ceux qui faisaient ce reproche-là, ils oubliaient que nous étions déjà tous d'accord que les problèmes de candidature devaient être réglés par la commission d'organisation à travers sa sous-commission administrative. C'est ça. Donc, c'est ce qui a fait que... Monsieur Bassidikila, on va essayer d'avancer. Vous parlez là des commissions, des arrangements. Jusque-là, ça semblait rouler comme sur les rails. Vous êtes compris, vous êtes arrivé donc au Congrès. Et d'entrée de jeu, vous avez dit que la première phase, c'est-à-dire le premier point, puisque le Congrès avait pour mission de traiter 2 points essentiels, c'est ce que j'ai retenu. La révision des textes du parti, d'abord, et puis la deuxième phase, ce serait évidemment l'élection du nouveau président du parti. Le premier point avait été traité, ça veut dire que les textes avaient été révisés. Et pendant que vous êtes en train de développer là, est-ce que vous parlez des anciens textes ou des nouveaux textes?
Et les candidatures avaient été sélectionnées en fonction des anciens textes ou des nouveaux textes. Et vous nous direz également si les nouveaux textes étaient déjà entrés en vigueur. Les candidatures au niveau du bureau politique étaient sélectionnées sur la base de, des missions consensuellement confiées à la commission d'organisation. C'est sur cette base-là que nous avons travaillé parce que au niveau des textes fondamentaux, il y avait beaucoup d'articles qui posaient des problèmes. On s'est dit qu'il nous fallait un cadre consensuel puisque nous sortions d'un grand clivage. Le parti était menacé d'éclatement. Mais dès lors qu'on a pu tous être d'accord sur ces questions-là, on s'est dit, bon, ça y est, je crois que le plus important, c'est d'arriver au Congrès pour que nous puissions régler le problème des textes, donc, et puis nous donner la possibilité d'élire un président. Malheureusement, en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que le bureau politique qui a travaillé, qui a fait son travail sur la base de ce consensus-là, a été boudé au niveau du Congrès. Donc, les conclusions du bureau politique sur la sélection des candidatures ont fait l'objet de contestations. Mais si nous avions une bonne direction des congrès, des travaux du congrès, on aurait pu continuer. Honnêtement, si j'étais là comme membre du présidium du congrès, ce qu'il lui fallut faire en pareille circonstance, c'est simple. Parce que le congrès est au-dessus du bureau politique. Et c'est la question que j'allais vous poser. Le Congrès est-il souverain et au-dessus du bureau politique, c'est ça? Exactement, exactement. Le Congrès est souverain, il est au-dessus du bureau politique. Ça veut dire que le Congrès peut remettre en cause une décision prise par le bureau politique. Donc, étant donné que la sélection des candidatures faites par le bureau politique posait problème, il lui fallut tout simplement la soumettre au vote du Congrès qui était souverain pour dire est-ce que on acceptait cette sélection-là ou pas. Si le Congrès souverainement acceptait la solution du bureau politique, ça veut dire qu'on aurait pu continuer le Congrès et aujourd'hui, je crois que Yuki se porterait beaucoup mieux. Et dans l'hypothèse où le Congrès rejetait la sélection réalisée par le bureau politique, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que il lui fallu reprendre à ce moment-là la sélection au travers de la commission électorale qui était mise en place par le Congrès. Et là également, on aurait pu avancer. Les travaux du Congrès n'auraient pas dû être arrêtés. Mais bon, écoutez, ça s'est passé dans les conditions où ça s'est passé. Il y a eu un vacarme terrible. Plus personne ne maîtrisait la salle. En tout cas, moi, j'étais parmi ceux-là qui ont suscité la suspension parce qu'on ne pouvait pas travailler dans un vacarme, dans un tohu-bohu, c'est pas possible. Oui, mais pendant que vous dites, lorsque vous parlez de ce vacarme, nous avons entendu les membres de Yuki entonner je ne sais pas s'il faut appeler ça un slogan, mais ça chantait ou ça scandait Ngouanou démission, Ngouanou démission. Comment comprendre ça? Bon, mais écoutez, c'est tout à fait normal. On ne peut pas tous être du même avis, mais je crois que le problème n'était pas de faire démissionner ou de ne pas faire démissionner Ngouanou parce que ce n'était pas l'objectif, ce n'était pas la cible. Le problème, c'est d'avancer dans l'élection du président de Yuki. Le problème, ce n'était pas Ngouanou. Moi, ce que je pourrais reprocher à Ngouanou, parce que je crois qu'il faisait partie il était le président du présidium, c'est de n'avoir pas soumis au vote tout simplement les résolutions du bureau politique. C'est simple, on fait comme ça. Nous sommes un parti des démocrates. L'UDH, c'est l'Union des démocrates humanistes. Ça veut dire que la démocratie, chez nous, ça constitue une valeur cardinale. Et chaque militant de l'UKI devrait l'intérioriser. Il ne s'agit pas d'imposer ses vues. On peut être président de ceci, de tel organe, de ceci, président même du présidium,
mais on n'a pas à imposer ses vues parce que c'est le Congrès. Quand on parle du Congrès, c'est dans sa totalité. Donc, l'ensemble des congressistes, c'est eux qui doivent juger. C'est eux qui sont souverains. Donc, le bureau politique a pris une résolution. C'est contesté au niveau du Congrès. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour avancer? C'est soumettre au vote. Si on est pour, ça veut dire qu'on continuait l'élection. Et si le Congrès était contre, à ce moment-là, on reprenait, séance tenante, la sélection en tenant compte des critères. Étant donné que déjà, on venait également d'adopter nos textes, puisque dans ces textes-là que nous avons adoptés, il est dit dans le dernier article que les statuts entrent en vigueur dès leur adoption au Congrès. Bon, on venait d'adopter les statuts, donc il suffisait tout simplement de lire pour départager tout le monde, c'est ça. Et aujourd'hui, Mais lorsque vous suspendiez les travaux du Congrès, après, qu'est-ce qu'il devait avoir? Reprendre le lendemain ou c'était quoi la suite? En tout cas, dans ma tête, c'était pas de reprendre le lendemain parce que le Congrès, vous savez que ça coûte cher, surtout pour un parti d'opposition qui ne compte que sur ses propres ressources. Ce Congrès, là, nous l'avons organisé sur ressources propres. Nous avons mis du temps pour réunir les moyens nécessaires à sa réalisation. Donc, pour moi, étant donné que la salle était divisée, ça veut dire qu'il y avait un grand problème. Un grand problème de ce genre, on ne le résout pas en un jour parce qu'il faut nécessairement rentrer dans le jeu politique, la concertation, tout simplement. En tout cas, si ça ne dépendait que de moi, c'est de cette manière-là qu'on aurait dû faire. Ça veut dire qu'on consultait les acteurs majeurs, n'est-ce pas, du parti, les candidats, pour les amener tout simplement à un consensus. Mais on s'appelle Est-ce que vous avez tenté de le faire, non? Bon, aujourd'hui, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis dans le processus, hein, en usant de ma Non, mais qualité je suis encore au niveau où, avant même qu'on arrive à la reprise des oui. travaux, est-ce que lorsque vous avez suspendu ces travaux-là, les jours qui ont suivi, avez-vous tenté d'organiser les choses, de vous retrouver avec les autres? Parce que le bureau politique, c'est quand même plusieurs membres. Vous êtes combien au bureau politique comme ça? À l'époque, nous étions autour de 26, c'est 26, je crois, 25, 20, 26 membres du bureau politique. Et donc, vous pourriez vous retrouver pour regarder comment sauver la suite. Est-ce que vous avez tenté de le faire? Sinon, qu'est-ce qui a manqué concrètement? Bon, en tout cas, moi, je crois qu'il y a eu un problème. Ce que vous devez savoir, ça se passe dans quel contexte? Dans un contexte de préparation des élections sénatoriales. Donc, aussitôt après la suspension Des des travaux, travaux, l'intérêt, c'est orienté vers les moi élections. particulièrement, puisque j'étais candidat au sénatorial, hein, j'étais candidat au sénatorial, donc je suis rentré dans, dans En la pleine campagne campagne, oui. sénatoriale et il y a eu évidemment comme une petite parenthèse, si vous voulez, hein, parce qu'on s'est dit, bon, il fallait d'abord laisser passer les sénatoriales. Les sénatoriales, c'est aussi. Naturellement, oui. Et puis, on se retrouvait pour faire le point justement sur toutes ces questions-là. C'est ce que nous avons essayé de faire. On a fait les sénatoriales et après, effectivement, le bureau politique s'est retrouvé pour faire le point. Mais lorsque le bureau politique s'est retrouvé pour faire le point, il y avait déjà une frange de nos militants qui se sont lancés dans des assemblées générales ici, des assemblées générales là, ce qui a frisé évidemment une certaine pagaille. Hein, c'est cela. En tout cas, je pense que tout le monde aurait intérêt à ce que l'on rentre tout simplement dans une grande consultation au niveau du parti. On pouvait associer même les départements, ce qu'ils ont pensé par rapport aux problèmes auxquels nous avions buté, quelles étaient les pistes de solution. Je pense que c'est à l'issue d'une grande concertation comme ça qu'on aurait pu trouver les solutions idoines. Bon, malheureusement,
C'est pas ce qui s'est fait. Bon, moi, je ne suis que deuxième vice-président. Déjà que nous avions un premier vice-président, président par intérim, qui avait l'habitude de faire seul, toujours à sa Oui, tête. mais Bon, Monsieur Bassidiki, vous êtes quand même la deuxième personnalité du parti. oui, Au moment où nous oui, sommes en train de parler, s'il y a un premier vice-président, vous êtes le deuxième vice-président. Vous avez un naturellement. pouvoir. Vous n'êtes pas que, vous êtes quand même la deuxième personnalité du parti. Et lorsque vous parlez de ceux qui ont commencé à tenir des assemblées générales par-ci, par-là, de quel droit le faisait-il? Est-ce que vos textes le permettent? C'est-à-dire quelqu'un peut aller tenir une assemblée comme il le veut, comme il le souhaite, ou bien c'est le bureau politique qui décide tout ça? Bon, bien sûr, comme vous le dites, nous sommes un parti hiérarchisé. Euh, Si une assemblée générale doit être organisée, il est requis l'autorisation naturellement du bureau politique qui doit en comprendre les motifs et puis les objectifs. Mais si tel n'est pas le cas, justement, évidemment, ce serait du désordre. Hein, ce serait du désordre, c'est ce qui s'est fait, et évidemment. Voilà pourquoi il y a eu euh, bon, des suspensions qui ont été prononcées. Bon, malheureusement, c'est au moment où moi j'étais en campagne, parce que j'étais pas sur place, j'étais en pleine campagne, donc Brazza ici, là, mais en tout cas, la première réunion du bureau politique qui a été organisée après la suspension des travaux du Congrès a connu la suspension des sanctions qui ont été prononcées à l'encontre des militants qui avaient organisé une assemblée générale sans l'autorisation du bureau politique. Bon, ce que j'ai regretté, hein, parce qu'on aurait pu régler le problème autrement. Mais bref, voilà ce qui s'était fait. Alors donc vous étiez en campagne et c'est aussi en pleine campagne que vous avez appris finalement les décisions de Pascal Ngouanou qui déjà nourrissait l'idée de relancer les travaux du Congrès, ou bien vous étiez déjà sur place à Brazzaville? Lorsque la campagne des sénatoriales a pris fin, euh, je vais découvrir, en fait, le mot c'est ça, découvrir que le président Ngouanou avait déjà signé un certain nombre d'actes modifiant de manière unilatérale la commission d'organisation du Congrès, ce qui n'était pas normal. Hein, c'est ça. Euh, Unilatéral, ça veut dire que les 20 autres là n'étaient pas associés. Sans tenir compte, il faut en comprendre l'esprit. La commission d'organisation des élections, je vais m'excuser, la commission d'organisation du Congrès avait été mise en place de manière consensuelle parce qu'on estimait qu'il y avait le parti a failli éclater entre deux camps, le camp qu'on appelle le camp de Diata et puis le camp de Mbouanou. Ce sont ces deux pôles-là qui se sont accordés pour mettre en place la commission d'organisation du Congrès avec l'assistance de la facilitation. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que si modification devait y avoir de cette composition de la commission, il fallait tenir compte justement de ces équilibres-là. Voyez? Mais après les sénatoriales, nous allons découvrir que M. Ngouanou, premier vice-président, avait signé des actes en dehors du bureau politique même, d'ailleurs, qui modifiaient la composition d'organisation du Congrès. Ce que nous avons condamné, en tout cas dès que je suis revenu, dès que j'ai fini avec les sénatoriales, en tout cas, euh, nous avons condamné cette manière de faire. Et M. Ngouanou a été obligé de ne plus tenir compte de ces actes qu'il avait signés. C'est ça. Mais après, il a, comme qui dirait, programmé la reprise des travaux. Il est allé d'ailleurs jusqu'au bout, parce qu'après, il y a eu la reprise des travaux jusqu'à l'élection d'un président de l'UDH. Yuki, je mets ça encore entre guillemets, le temps de comprendre ce qui s'est passé. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que les travaux devraient reprendre? Euh,
nous avons résolu au niveau du bureau politique de faire le point sur pour aller à la reprise des travaux du Congrès. Faire le point en termes financiers parce que ça devait coûter, le point en termes de corps électoral, en tenant compte des suspensions, le point également pour fixer la date de la reprise des travaux du Congrès. Pendant que nous étions donc dans ce processus-là, au niveau du bureau politique, parce que ça fait l'objet d'un grand débat, Monsieur Ngouanou, déjà, il avait déflaté un très grand nombre de congressistes, hein, près de 200, alors que nous étions 746 ou 47 comme ça à l'ouverture du congrès. Eh bien, il a déflaté donc de ce corps électoral de près de 200 congressistes, ce qui n'était pas normal. Ce qui n'était pas normal. Donc, moi, comme vous le savez, je suis candidat à la présidence du parti, comme beaucoup d'autres au niveau du bureau politique. Nous avons réagi contre cela. On s'est dit, mais on ne pouvait pas. Ça donnait l'impression qu'on organisait un autre congrès. Quand on suspend les travaux du congrès, mais on reprend en fait les travaux avec les mêmes. Les mêmes, à la limite, en ne tenant pas compte de ceux qui étaient suspendus. Mais on ne pouvait pas comprendre que on ne puisse plus permettre à près de 200 congressistes de reprendre. Alors, donc, Monsieur Bassindikila, vous êtes en train de nous dire que sur les 700 qui étaient, disons, congressistes qui étaient à l'ouverture, oui. 200 ont été sanctionnés. Oui, oui. Par M. Ngouanou. Il faut que je dise par M. Ngouanou. Hein? Par M. Ngouanou. Et nous, nous avons réagi pour dire, nous, en tant que candidats, nous sommes un certain nombre, nous sommes quatre candidats à la présidence du parti. Nous avons réagi en disant que ça ne pouvait pas se passer comme de cette manière-là. Que s'il y a des frères qui ont été suspendus pour inconduite, mais il faut que la suspension soit régulièrement prononcée. Pour ceux dont on avait prononcé la suspension, par exemple, lorsque je n'étais pas là, ce sont des militants qui ont été entendus par la Commission nationale d'évaluation et de discipline. Ils ont été entendus et à l'issue de cela, on a estimé qu'ils avaient commis de fautes et ils ont été suspendus. Mais en dehors de cela, comment pouvait-on expliquer qu'on puisse suspendre près de 200 congressistes simplement parce qu'ils ont été présents quand on a posé des questions? On nous a dit non, ceux-là, ils ont été présents à tel meeting, ils ont été présents à telle manifestation. Mais attendez, être présent à un meeting, ou est-ce que c'est une faute? Dès lors que les militants sont à la recherche de l'information, surtout lorsqu'elle n'est pas régulièrement donnée par les organes dans lesquels ils militent, au niveau de la base ou au niveau intermédiaire, mais c'est tout à fait normal que les militants soient préoccupés par ce qui se passe. Donc, s'ils apprennent qu'il y a un meeting ici, mais ils ne peuvent qu'aller. Mais chacun est libre d'assister à n'importe quel meeting, même quand il ne fait pas. Est-ce que c'est une faute d'assister à tel meeting? Non. Vous voyez, donc, c'était des considérations, moi j'appelais ça de faciès, hein, des considérations de faciès. Voilà pourquoi nous avons protesté contre cela. Et en tant que candidat, nous avons fait même une déclaration de tous les candidats, les 5, parce que le bureau politique avait retenu dans sa sélection 6 candidats, mais sur les 6 candidats, 5 ont protesté le fait que une grande partie des congressistes ait été mise à l'écart. Nous avons protesté au travers d'une déclaration que nous avons faite pour que l'on puisse reconsidérer cela de manière
avec beaucoup de sérieux, pour aussi la dignité, pour la crédibilité de notre congrès. Vous n'allez pas être un congrès, à l'ouverture, vous êtes à 700 et quelques, et puis à la fermeture, vous êtes à 500 et quelques. Bon, vous allez justifier ça comment? C'est un autre congrès, tout Et simplement, que ça vous porte organisez. d'ailleurs atteinte, comme qui dirait, au corps électoral. Alors, Voilà, c'est ça. il y a eu un autre souci, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'était un problème voilà, de finance, s'il faut le dire comme ça. Le Congrès, c'est ce que nous avons appris. La reprise des travaux devrait coûter 20 millions et qu'il y avait à peine 7 millions dans les caisses de Yuki. Il fallait trouver donc les 13 millions pour repartir au Congrès. C'est vrai que jusque-là, ce n'était pas encore une décision collégiale, hein, c'est une décision unilatérale de Pascal Ngouanou. Mais malgré cela, ben, il a promis et il a tenu quand même, disons, il a repris les travaux du Congrès. Ça veut dire que Pascal Ngouanou a trouvé quelque part 13 millions qu'il a dû compléter sur les 7 pour faire les 20 millions. Que disent les textes du parti dans le financement d'un congrès et comment a-t-il trouvé les 13 millions pour finalement les travaux qui devaient coûter 20 millions? Est-ce que vous avez été informé de cela? OK, merci. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous étions en plein débat au niveau du bureau politique sur le corps électoral. Le débat n'était pas encore épuisé. Euh, nous avions, nous avions également le problème justement de financement parce qu'au niveau du bureau politique, au cours des débats irrelatifs, nous avons décidé que le congrès devait être financé sur fonds propres. Parce qu'il y a M. Ngouanou et un certain nombre de quelques militants du bureau politique qui nous ont proposé, bon, écoutez, nous, on pouvait vous prêter de l'argent, ainsi de suite. Nous, on a dit, non, écoutez, Yuki, c'est un parti sérieux. Si nous avons pu organiser la première phase du congrès qui a coûté beaucoup plus cher que cela, sur fonds propres, ce n'est pas la reprise qu'on ne pouvait pas financer dès lors que nous avons des députés, nous avons des conseillers. Et donc, pour la dignité de notre parti, pour le respect de notre parti, il fallait que le congrès soit financé sur fonds propres. Et ça, nous avions mis en place un plan de financement au niveau du bureau politique pour cela. Mais la date aussi n'était pas fixée parce que la date du congrès était assujettie, la fixation de la date du congrès était assujettie justement à ces préalables-là qu'il fallait d'abord régler. Donc, c'est pendant que toutes ces questions-là étaient en débat que nous allons être surpris. Nous, moi, je suis deuxième vice-président, tout comme les autres membres du bureau politique, que M. Ngouanou, à l'occasion d'un meeting qu'il a organisé, a prononcé, a fixé la date de la reprise des travaux du Congrès. Hein, donc, tout seul, de manière unilatérale. Il n'a pas qualité. Hein, c'est cela. Et le faire supposer donc que les questions de corps électoral étaient réglées alors que c'était encore en cours de débat, ce qui n'est pas normal. Se faire en sorte que les questions de financement étaient déjà réglées alors qu'on s'était déjà donné une certaine programmation pour cela. Donc, vous pouvez comprendre finalement que M. Ngouanou, c'est un homme dangereux finalement. Hein, c'est un homme dangereux. Parce que être président du bureau politique ne signifie pas que vos vues, vous devez les imposer aux autres. Vos vues ne sont pas les vues du bureau politique. Les décisions du bureau politique se prennent en bureau politique. M. Ngouanou n'avait même pas les prérogatives d'un président élu. C'est un membre qui est nommé sur la même note que le deuxième vice-président, que le permanent du bureau politique, que tous les autres membres du bureau politique. Mais il n'a pas le droit, à lui tout seul, donc de manière unilatérale, de fixer la date du congrès. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il en faisait un peu trop. Ça s'appelle tout simplement une forfaiture. Lorsqu'on se met à engager la responsabilité du parti et notamment du bureau politique sans en avoir reçu le mandat. Voilà pourquoi nous avons
pris nos responsabilités en tant que deuxième vice-président. Moi, j'ai convoqué une réunion du bureau politique pour constater cela et nous avons prononcé à son encontre des sanctions pour forfaiture et auto-trahison. Et C'est une il forfaiture. avait été notifié de ces sanctions? Bien sûr, il a été notifié par, voie d'huissier, par voie d'huissier, parce que la réunion du bureau politique qui a prononcé sa suspension s'est faite en présence d'un huissier, s'il vous plaît, monsieur, en présence d'un huissier. Donc, il a fait son rapport et il a notifié cela justement régulièrement à M. Ngouanou et au niveau de l'ensemble de l'administration. Hein, voilà ce qui s'est passé. Donc, il a été Et en notifié, dépit, pardon, monsieur Bassidikila, il a été notifié avant ou après la reprise des travaux du c'était Congrès? avant. Avant. Nous avons tenu cette réunion-là le 16. C'était le 16 décembre. Le 16 décembre, nous avons prononcé euh, la, la déchéance de M. Ngouanou pour forfaiture et haute trahison. Le 16 décembre, nous avons prononcé sa déchéance, mais en dépit de cela, il s'est permis d'organiser ce qu'il a organisé, sa mascarade, n'est-ce pas, au Palais du Congrès le 20, le 20 décembre. Ça veut tout simplement dire que, toutes choses égales par ailleurs, ben, nous ne reconnaissons pas, évidemment, les conclusions de cette mascarade-là. Moi, je n'appelle pas ça congrès. Ça, c'est un hold-up politique euh, dont ils se sont rendus coupables, que l'on ne peut pas. Et puis, vous vous imaginez, M. Perrin, vous avez connu M. Guibres Parfait Kolila, président de l'UDH qui est mort pour ce parti-là. Est-ce qu'il méritait vraiment d'être remplacé de cette manière-là, et notamment dans des conditions scabreuses? Bon, vous voyez, c'est un comportement de mépris, un comportement, je ne peux pas, inqualifiable. C'est vraiment inqualifiable ce qu'ils ont fait là. C'est Mais juste inqualifiable. avant la reprise des travaux, puisque vous dites que ces travaux ont été tenus, enfin, nuitamment, comme vous le dites, et tout le monde sait que ça a démarré, je crois, autour de 16h, 17h pour s'allonger jusqu'à, je ne sais pas si c'est 1h ou 2h du matin. Avant l'ouverture de disons, la reprise des travaux, s'il faut le dire comme ça, je crois que les deux parties avaient été reçues, c'est ça, au niveau du ministère de l'Intérieur, et qu'il vous aurait été demandé d'aller régler, voilà, cette crise pacifiquement, de vous retrouver, et que vous essayez de regarder ce qu'il y avait à faire pour sauver au moins le parti. Et de là, quand vous êtes rentré, selon les informations que nous avions, et vous nous direz après si je me trompe, curieusement, Pascal Ngouanou a quand même tenu ses travaux pour jusqu'à élire un nouveau président du parti, Joseph Badiabio. Vous Oui, étiez à cette effectivement, réunion? j'étais bien sûr à cette réunion. Ont été invités à cette réunion, c'était les membres du bureau politique et puis la facilitation, bien sûr, les deux facilitateurs, Monsieur le ministre Mampouya et puis Monsieur le sénateur Miyuna Tetani. Monsieur le ministre de l'Intérieur était bien sûr assisté de ses services, notamment le préfet de Brazzaville, qui était là, son conseiller politique, entre autres. Donc, au cours de cette réunion, dont j'imaginais en fait déjà le discours, Monsieur le ministre de l'Intérieur a attiré notre attention sur les troubles à l'ordre public euh, auxquels on pourrait aboutir avec nos nombreux problèmes au niveau de Yuki. Ce sont des sages conseils. Monsieur le ministre de l'Intérieur était là dans son rôle de régulateur, parce que vous savez qu'il y a un texte qui nous lie, c'est la loi sur les partis politiques, la loi 20-2017. Le ministre de l'Intérieur, c'est lui l'organe de régulation. Et au cours donc de ces entretiens-là, j'avais d'ailleurs profité de l'occasion pour lui signifier que M. Ngouanou était déjà déchu, qu'il n'avait plus qualité pour engager quoi que ce soit au niveau du parti.
Et le ministre de l'Intérieur nous a simplement dit, bon, écoutez, les problèmes, ça arrive comme dans toutes les familles, mais allez-y, arrangez vos problèmes en tenant compte de vos textes fondamentaux, en tenant compte de vos textes fondamentaux. En tout cas, moi, je suis là pour vous assister si il y a des problèmes, mais tout ce que vous devez éviter, ce sont les troubles à l'ordre public, parce que si jamais ça arrivait, en tout cas, moi, je serais dans l'obligation de vous sanctionner avec tous les corollaires que l'on peut imaginer. Donc voilà ce qu'il nous avait dit. Mais en tout cas, ce jour-là, puisque le préfet de Brazzaville était là, nous étions déjà rassurés que le congrès, le prétendu congrès fixé par M. Ngouanou ne pouvait pas se tenir parce que aucune autorisation administrative n'était pas délivrée. Hein, c'est cela. Et pardon, monsieur Bassindi Kila, qu'est-ce que vous appelez par l'autorisation administrative qui devrait être délivrée par qui? Par le préfet de Brazzaville. Lorsqu'on organise, c'est ce que disent la loi sur les partis politiques ici, lorsqu'on organise une réunion politique en dehors de son siège, eh bien, on doit requérir l'autorisation de la force publique. Hein, c'est cela. C'est ce que j'appelle l'autorisation administrative, puisque le prétendu congrès que voulait organiser M. Ngouanou devait avoir lieu au palais des congrès. Donc, effectivement, pour une telle activité politique, il était requis l'autorisation, n'est-ce pas, du préfet qui devait délivrer pour cela un récépissé. C'est comme ça que se passe ici d'habitude. Et le préfet n'avait délivré aucune autorisation administrative. Nous étions là avec le ministre. Mais nous avons été surpris plus tard d'apprendre que vers 16h, 17h, que finalement, M. Ngouanou et ses acolytes et tous les badauds qu'ils ont ramassés dans la rue, parce que c'était vraiment pas tous des militants de l'Udi Achouki, à coup de billets, d'argent, eh ben, ils se retrouvaient au palais des congrès. Et lorsque nous avons appris cela, moi, en ma qualité de deuxième vice-président et de candidat par ailleurs, je me suis permis d'aller constater cela personnellement sur les lieux. Et nous y sommes allés avec d'autres candidats, les frères Moussodia, Malonga, Nicolas, Mayanda, le secrétaire général. Nous nous sommes rendus accompagnés d'un certain nombre de militants pour aller constater sur place. Et effectivement, nous arrivons là. On a vu que ils étaient là, en train de s'organiser pour faire je ne sais pas quoi, en tout cas, mais pas le congrès de l'Udi Achouki. Alors, il y a le frère Mayanda qui a même pris le micro pour dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Le congrès de l'Udi Achouki, ça ne peut pas se passer dans ces conditions-là. Et il a à peine commencé à faire des remarques à l'ensemble de tous ceux qui étaient là que, eh ben, nous avons tout simplement été éconduits. Nous avons été éconduits de la salle comme des vulgaires malfrats, avec d'ailleurs l'assistance de la force publique qui a considéré que nous étions comme des fauteurs de troubles, hein, alors que nous étions même des candidats. Et donc voilà ce qui s'est passé, la réalité, Monsieur Perrin. Donc c'est vraiment, c'est affreux, c'est inqualifiable, c'est du jamais vu. Hein. Mais finalement, l'élection, enfin les travaux, comme s'il faut le dire comme ça, les travaux ont été réouverts, c'est ça, et il y a eu élection. Et dans le dépouillement, on a entendu certains noms, les noms de certains candidats. Et lorsqu'on dépouillait, on citait le nom, on s'est dit, bon, finalement, il y a eu d'autres candidats aussi qui ont concouru à cette élection, c'est ça. Ou bien, je vous informe que nous étions là, les candidats, tous les candidats qui étaient choisis, nous étions là, nous étions 4 candidats. Nous avons été chassés de la salle, Monsieur Perrin. Nous avons été chassés. Nous avons été chassés avec l'assistance de la force publique qui la pauvre ne comprenait pas, bon, puisque c'est pas des militants. Pour eux, nous étions des fauteurs de troubles, donc on a été de manière très brutale dégagés de la salle, tout simplement. Donc, comme quoi, cette élection, ça
C'était une mascarade, c'est ça? Mais voilà, c'est tout simplement une mascarade. C'est une mascarade. C'était, la salle était bourrée. On a de faux congressistes, des gens qu'on ne reconnaissait même pas comme militants. Donc, des gens qu'on a ramassés dans la rue comme ça pour faire le nombre, qui n'atteignaient même pas la moitié de la salle du Palais des Congrès. Ce jour-là, j'ai même dit, mais attendez, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais Yuki, c'est pas ça. Est-ce que vous pouvez vous reconnaître dans Yuki de cette manière-là? Yuki, c'est pas ça. Yuki remplit les salles. Yuki, c'est la masse, c'est un parti de masse. Et le congrès de Yuki, ça ne peut pas être ça. Voilà pourquoi je peux vous assurer qu'en ce qui nous concerne, bon, Monsieur Ngouanou, qui était d'ailleurs déjà déchu de toutes ses fonctions, et Monsieur Badiabio se sont livrés à une mascarade, bon, dont ils en connaissent l'objet. Ils sont les seuls à en connaître l'objet. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Il n'y a qu'eux qui savent. Mais moi, deuxième vice-président, président par intérim aujourd'hui, depuis le 16 décembre 2021, je puis vous assurer que le congrès de l'UDH Yuki se fera dans les conditions consensuelles, normales, telles que ça doit se faire. Mais dans quelle situation allez-vous vous retrouver finalement si vous dites, évidemment, vous incarnez aujourd'hui la présidence par intérim. De l'autre côté, malgré tout, ils ont quand même fait, comme qui dirait, tenu l'élection et il y a un président qui a été élu, entre guillemets. C'est bien Monsieur Badiabio et nous avons suivi il n'y a pas très longtemps où il a invité ses collègues de l'opposition pour célébrer ou pour fêter voilà son élection, comme quoi il est en train de dérouler finalement son rouleau compresseur. Alors, qu'est-ce que vous entendez faire finalement pour arrêter ce que vous appelez aujourd'hui une forfaiture? Parce que là, ça continue finalement. Oui, mais en tout cas, nous sommes en train de travailler parce que nous sommes en politique, nous sommes en train de travailler. Ce qui s'est fait au palais des congrès, qui est pour nous une mascarade, nous l'avons dénoncé au niveau des autorités de la République. Nous avons écrit au ministre de l'Intérieur pour récuser tout ce qui s'est fait au niveau du palais des congrès en y joignant toutes les pièces justificatives. Donc à ce niveau-là, nous avons fait une démarche. Nous sommes en train de faire également une démarche à l'endroit des militants qui doivent comprendre ce qui s'est passé réellement, ce qui s'est fait réellement. En ce moment, nous sommes en train d'élaborer un programme de descente sur toute l'étendue du territoire national au niveau de tous nos organes de base pour expliquer que ce qui s'est fait au Palais des Congrès, c'est tout simplement une mascarade, c'est pas le congrès de l'UDH Yuki. Et que ceux qui s'en réclament les chefs ne peuvent pas être reconnus comme tels. C'est cela. Mais qui détient actuellement, qui détient les armoiries du parti, le label du parti entre les deux camps, le vôtre et celui d'Ongwanou? Qui se sert finalement des armoiries maintenant? Mais nous, pour faire tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons avec quoi? Si ce n'est pas avec les armoiries du parti. Nous avons écrit au niveau des autorités, avec les armoiries du parti. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est avec les armoiries du parti. C'est ça. Alors, Monsieur Bassindi Kila, nous sommes à la fin de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive? Qu'est-ce qu'on retient de la crise actuelle que traverse l'UDH Yuki? Ce qu'il faut retenir en ce moment, c'est que une mascarade d'élection a été organisée par des autorités illégales qui ne sont pas reconnues au niveau du palais des congrès. Et donc, Monsieur Badiabio, qui se targue être le président de l'UDH Yuki, n'en est pas un. N'en est pas un. On ne devient pas président de l'UDH Yuki par cette manière-là, en bastonnant les autres. OK? Moi, je ne vais pas aller dans les détails, je ne vais pas vous dire ce que j'ai subi ce jour-là comme candidat. Alors, est-ce que vous pensez que moi, qui suis là, qui candidat à la présidence, je peux reconnaître un monsieur comme ça? Il n'a pas la trempe de dixième
Il n'a même pas le dixième de l'élégance qu'avait le président Guy Brice Parfait Kolela. Quand on est Est-ce que dans dans un l'histoire, parti, dans l'expérience de l'UDHUK, vous avez déjà vécu ce genre de situation, hein, où ben c'est quelqu'un... inédit, justement, c'est inédit. C'est inédit, c'est la première fois que nous vivons ce genre de situation où quelqu'un vient s'imposer pour se dire le président. Même président, il faut que tu sois porté par la base, n'est-ce pas? Si tu n'es pas porté par la base, tu vas être président de quoi? Tu vas être président de quoi? Demandez à M. Badiabé de faire les descentes au niveau de la base, vous allez voir s'il en sera capable. Par contre, nous pouvons descendre. Moi qui vous parle, on peut descendre au niveau de la base, on n'a pas de problème parce que nous sommes en phase avec la base. Voilà pourquoi je me demande, bon, il est président de quoi? Il est président certainement de quelque chose. M. Ngouanou doit le savoir également, mais en tout cas, il n'est pas président de l'UDHUK. Le président de l'UDHUK sera régulièrement élu de manière consensuelle par les militants de l'UDHUK. Voilà ce qu'il faut retenir. Mais est-ce qu'on peut s'attendre que vous vous retrouviez finalement sur la même table un jour avec les autres? Mais nous sommes en politique. S'ils comprennent qu'ils ont commis une erreur, il n'y a pas de problème. Ils reviendront et puis on va reprendre les choses normalement, telles que ça doit se faire. On reprendrait les choses telles que ça doit se faire. Mais c'est à eux de comprendre qu'ils ont été dans l'erreur. Ça ne se passe pas comme ça. On ne s'autoproclame pas président quand même. On ne s'autoproclame pas président. 4 candidats, vous voyez un peu l'image, je ne sais pas si vous voyez l'image. 4 candidats à la présidence de partis ont été brutalement éconduits du palais des congrès. Alors ce président-là, c'est un président celui-là? Est-ce que vous pensez que vraiment il a la légitimité, il a la légalité? Attendez, il n'y a que lui vraiment pour ne pas reculer, hein, sinon moi je serais lui, honnêtement j'aurais honte. J'aurais honte, honnêtement, moi je suis un gentleman, je peux pas, si on m'accepte c'est bien, on m'accepte, mais attendez, je ne vais pas m'imposer comme ça. Je ne vais pas m'imposer. Moi je serai partisan d'une compétition loyalement organisée. Celui qui gagne, il gagne. Si les militants ne me font pas confiance, mais en tout cas, je me rangerai derrière celui qui serait élu. Et je serais fier d'avoir un président qui a été porté par les militants. Mais pas un gangster, M. Perrin. Ça, c'est du gangstérisme, de la barbarie. Monsieur Fernand Gilles Bassindikila, à quand la reprise des travaux du Congrès suspendus en juillet dernier? La reprise des travaux du Congrès suspendu en juillet se fera si nous travaillons d'arrache-pied au cours du premier semestre 2024. Question de réorganiser d'abord la commission électorale parce que telles que les choses se sont faites là, en tout cas nous on ne se reconnaît pas là-dedans. Nous allons refaire la commission électorale. Nous allons faire les descentes au niveau de la base pour nous proposer des pistes de solutions pour que nous repartions cette fois-ci, en tout cas, en réalisant notre objectif, c'est-à-dire l'élection de notre président, hein, qui soit accepté par tout le monde. Peu importe qui soit-il, mais en tout cas, c'est le président qui va, derrière lequel tous les militants vont se ranger. Hein, c'est ça. Donc, il y a des consultations, bien sûr, déjà qui se font entre différents candidats pour essayer d'apaiser les inquiétudes des uns et des autres pour que la reprise puisse se faire de manière apaisée et acceptée par tout le monde. Donc, ça. C'est aussi là, pardon, monsieur Bassindikila, c'est aussi là un message que vous envoyez au gouvernement congolais de ne plus considérer la forfaiture de Pascal Ngouanou et de monsieur Badiabio? Mais bien sûr, puisque je vous ai dit que nous avons déjà écrit au ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, mais c'est lui qui représente le gouvernement dans ces questions-là, c'est lui qui est compétent. Donc, j'espère qu'il aura une oreille attentive à tout ce que nous lui avons dit. S'il a besoin
d'autres explications, nous sommes disposés à les lui fournir, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je crois qu'il ne soit pas prêt, Monsieur le ministre de l'Intérieur et tout le gouvernement congolais, d'accepter la barbarie, de soutenir le gangstérisme dans les milieux politiques. Ça n'honorerait pas, en tout cas, notre démocratie. Surtout que Lydia Chouki passe pour être quasiment la deuxième force politique de notre pays. Merci Fernand Gilles Bassindikila. Je rappelle que vous êtes deuxième vice-président de l'UDHUKI, le parti de Guy Brice Parfait Président par Kolela. intérim, il faut ajouter. Ah, président par intérim, évidemment. Voilà, En tout cas, merci beaucoup pour cette c'est précision et moi. merci d'avoir été disponible pour nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je vous en prie, mesdames, messieurs. Vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, je vais simplement vous prier de cliquer sur le petit pouce en l'air en bas de cette vidéo et de partager massivement l'émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de ce qui s'est dit au cours de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.